Un joueur de football que nous nommerons André Paul pour les besoins de la cause est réputé pour ses actions spectaculaires. Lorsque le match semble perdu, il est le joueur capable de renverser la situation par ses actions foudroyantes. Ses coéquipiers adorent l'avoir parmi eux lors des matchs difficiles. Mais le reste du temps, ce n'est pas pareil. André Paul arrive souvent en retard à l'entraînement et il a tendance à saboter les matchs faciles. En plus, il se pavane comme s'il était un dieu sur terre. André Paul est l'incarnation parfaite du narcissique ordinaire, caractérisé par des rêves de gloire. Ces caractéristiques constituent un avantage évolutif dans les situations où bien réagir en situation de stress est important. Le narcissisme sain se développe avec la certitude de l'enfant d'être aimé, d'être le centre de l'attention. Rendu à l'âge adulte, cette vision permet à l'enfant de laisser libre cours à ses talents, de s'épanouir et de réussir. C'est un excellent facteur de réussite. Les personnes qui ne bénéficient pas de cette confiance n'arrivent pas à se développer à leur plein potentiel. Les dirigeants dont le narcissisme est sain sont capables de se remettre en question et de voir la réalité en face, ce qui les aide à prendre des décisions éclairées. Au contraire, un narcissisme malsain est lié à un manque d'estime de soi et à un sentiment d'avoir été abandonné durant son enfance. Les dirigeants narcissiques malsains sont tyranniques et ont du mal à accepter la critique. Cette fermeture aux idées des autres les prive d'informations utiles et rend leurs décisions moins éclairées. Emportés par leurs rêves irréalistes de grandeur, ils emportent souvent leur entreprise vers une pente fatale. La meilleure façon de distinguer le narcissisme sain du narcissisme malsain est de mesurer le niveau d'empathie de la personne. Quand tu arrives dans une entreprise et que tu constates que flatter, courtiser et dissimuler de l'information peut te faire valoir une promotion, tu es tenté d'agir ainsi. Surtout lorsque ce comportement affecte la majorité des employés. Si une masse suffisamment conséquente d'employés agissent ainsi, cela peut se généraliser et devenir la manière de faire de l'entreprise. Certes, une certaine dose de fierté des employés est utile dans une entreprise. Le problème vient lorsque ce n'est plus de la fierté, mais plutôt un rêve de gloire qui anime les employés et que cela prive l'entreprise d'un accès à la vérité. Les individus qui souhaitent résister à cette ivresse narcissique risquent de ruiner la carrière de ceux qui s'y sont embarqués. Ils sont le plus souvent mis à la porte ou menacés. Cette vision collective du narcissisme est intéressante car, à plus grande échelle, un pays peut devenir narcissique, l'humanité peut être narcissique. Et si nous revenons en arrière, nous pouvons constater que tous les concepts qui s'appliquent à un seul individu s'appliquent aussi à un pays. L'humanité n'a pas d'empathie envers ses autres confrères animaux, végétales. Elle les utilise comme des objets afin d'atteindre ses rêves de gloire. Elle refuse d'accepter la vérité qu'un retour vers un mode de vie simple pourrait sauver les meubles, car il n'est pas question pour elle de revenir en arrière vers des modes de vie simples et ennuyeux, d'accepter qu'en fait la vie est facile et qu'il n'y a pas à se casser la tête. Comme le disait un homme dans un TED Talk que j'ai écouté, un rat creuse un trou en 1 heure, un oiseau fait son nid en 1 journée, et l'homme doit travailler 30 ans pour se payer une maison. Et bien sûr, tous ceux qui oseront dénoncer cette réalité se feront rabaisser par les membres de la société narcissique malsaine. Pour finir, je vous parle de l'humanité comme s'il s'agissait d'un individu. Cela peut paraître ridicule, vous pensez. Mais que sommes-nous en réalité? Nous ne sommes que des groupes de cellules qui forment un individu. Alors pourquoi un groupe d'hommes tous interconnectés entre eux ne pourrait pas former un individu qui serait l'humanité et que les confrères de l'humanité seraient toutes les autres espèces animales? À partir du moment où des individus sont en interaction, ils forment un nouvel individu. C'est une loi fondamentale de la vie. Nos autoroutes, nos voies maritimes et aériennes sont notre système sanguin. La radio et Internet
sur notre système nerveux. Je vous invite à vous informer sur la théorie de Teilhard de Chardin. Je vais sûrement faire une vidéo à son sujet. Selon lui, la vie évoluerait vers toujours plus de complexité. Le premier stade serait les protéines, ensuite les bactéries, ensuite toute la microfaune microscopique, les insectes, les animaux, l'homme. Et le prochain stade vers une complexité plus élevée serait toutes les consciences humaines interagissant entre eux pour former un organisme. Peut-être est-ce l'intelligence artificielle. Je ne vous en dis pas plus, prenez soin de vous et à la prochaine. Vous connaissez la chanson, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Allez, salut!